Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire Life Nature Adapt pour l'année 2022. Donc, les webinaires sont organisés dans le cadre du projet Life Nature Adapt qui vise à adapter la gestion des aires protégées face au changement climatique. Et pour faire ça, il y a une méthodologie qui a été développée au travers de 2 phases, une d'expérimentation et une phase de test. Et le mois dernier, c'est Étienne qui est venu nous partager son retour d'expérience en tant que site de la phase test, donc avec la forêt de Soigne à Bruxelles. Et aujourd'hui, donc c'est Léa Merkling, conservatrice de la réserve naturelle nationale de la Petite Camargue alsacienne, qui vient nous partager son expérience. Donc là, par contre, en tant que site pilote, donc lors de la phase d'expérimentation. Donc, Léa, je te laisse partager ton écran et puis faire ta présentation. Et à la suite, on prendra un petit temps d'échange pour des questions. Ok. Et si des questions vous viennent, vous pouvez aussi les poser dans le chat. On les prendra à la suite, à la fin. Très bien. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu quelques éléments de contexte sur la réserve naturelle, c'est toujours mieux. Donc, la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne est située, comme son nom l'indique presque, au bord du Rhin. Donc, c'est une réserve qui a été créée en 1982. À l'époque, elle faisait 120 hectares et qui a été agrandie en 2006 pour avoir une surface de 104 hectares. Donc, sur ces 104 hectares, on a essentiellement presque la moitié des milieux qui sont des habitats forestiers, une grosse dizaine de pourcents d'habitats aquatiques, et puis 20% d'habitats prairiaux, et puis quelques milieux palustres, et le reste étant des milieux agricoles. Donc, elle se situe, comme vous le voyez, à un espèce de carrefour. On est frontalier de l'Allemagne, mais aussi de la Suisse, et donc au cœur du bassin versant du Rhin. C'est un site qui a été très transformé, comme vous pouvez le constater sur la diapositive suivante. Le Rhin, en fait, est comme de très nombreux fleuves français et en Europe, un fleuve qui a été énormément transformé pendant près de 200 ans. Et vous avez une illustration un peu de l'évolution des milieux naturels, où on voit que, suite à cette succession de travaux, on a eu un arrêt complet de toute la dynamique fluviale, et puis que tous les milieux spécifiques de la zone A13, en fait, où est située la réserve naturelle, en fait, qui étaient façonnés au gré du temps et au gré des cours du Rhin, ne sont plus que des reliques qu'on pouvait trouver encore au moment où la réserve naturelle a été créée. Se sont rajoutés ensuite à ces travaux-là, en fait, tous les travaux urbano-industriels du XXe siècle, avec notamment la canalisation du cours du fleuve, et donc un lit qui est réduit à peau de chagrin, et puis une dynamique quasi inexistante. Donc, toutes ces opérations, en fait, ont entraîné de très, très nombreuses modifications et une simplification énorme des écosystèmes. Donc, pour le Life Nature Adapt, comme le disait Laetitia, nous, on était site pilote, donc on a fait partie de la première vague de ceux qui ont créé et testé un peu cette méthodologie. Donc, une des premières choses que nous avons réalisées, en fait, c'était de dresser un peu les grandes tendances du climat futur de notre site. Et donc, vous voyez, sans trop de surprise, en fait, on a, pour tout ce qui est des températures, en fait, une augmentation qui est prévisible, et une diminution du nombre de jours de gel et une diminution des vagues de froid. Au niveau des précipitations, on va avoir un peu une modification avec des cumuls hivernaux qui vont être en augmentation, donc potentiellement des zones où on aura plus d'inondations, des cumuls hivernales en baisse et beaucoup moins de neige puisque ce sera plutôt de la pluie. Et pour tout ce qui est des événements extrêmes, sans surprise, une augmentation des périodes de canicule et des sécheresses. Une augmentation aussi de ce qu'on peut appeler les pluies un peu
torrentielles ou fortes, un indice de feu qui va augmenter et des vents beaucoup plus forts. Nous, ce qui nous intéressait tout particulièrement dans cette démarche, c'était un peu de dresser le portrait de ce qui allait se passer en fait sur le Rhin, hein, puisque vous l'avez vu, c'est un peu notre artère principale, c'est de là que toute la vie de la réserve naît et est liée, hein. Et donc, vous voyez en fait qu'on a regardé avec ma collègue Daphné Schlesser, hein, qui était chargée de rédiger le diagnostic de vulnérabilité et le plan d'adaptation, que les débits de moyens du Rhin, en fait, même si tout cela est très, vous avez pu le constater, corseté et lié à des règles de calcul et à un débit nominal qui est réglé par des vannes, hein, on a quand même une évolution probable, assez notable de ces débits, hein, que ce soit à un horizon moyen comme à un horizon plutôt lointain, avec, ben, on le voyait par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des évolutions notables pour ce qui est, normalement les crues du Rhin, c'est un fleuve nival qui devait avoir lieu plutôt en période printano-estivale, hein, vont se décaler clairement en début de printemps pas plus du tout en début d'été, hein, et puis des périodes d'étiage et d'assec beaucoup plus forts en été. Comme on était dans un site pilote, en fait, hein, nous, on a, au niveau du diagnostic et de la vulnérabilité, hein, testé un peu beaucoup de choses qui ont été peut-être traitées différemment par les sites tests que vous avez vus. Mais ça, c'est l'expérience du projet et de l'apprentissage, hein. Et donc, on a testé dans un premier temps, en fait, la vulnérabilité des habitats de la réserve naturelle. Et sans surprise, c'est bien sûr les habitats aquatiques pour lesquels on pensait qu'on allait devoir s'inquiéter, qui effectivement sont les habitats qui potentiellement seraient le plus impactés, hein, donc menacés directement par les sécheresses, entraînant donc une dégradation de leur qualité, hein, et une modification des communautés animales et végétales, quel que soit le type de milieu. Et à contrario, les habitats mésophiles et xérophiles, pour lesquels jusqu'à présent se portent beaucoup de nos attentions dans le plan de gestion, qui sont d'ailleurs un des enjeux de conservation de la réserve naturelle, hein, seraient moins vulnérables, hein, en fait, et auraient pour un certain nombre d'entre eux plutôt des opportunités de pouvoir plus se développer, ou du moins s'entretenir un peu mieux qu'avec notre aide. On a aussi, du coup, à l'époque, testé sur différents objets de la réserve, et notamment, on a un peu regardé la vulnérabilité des espèces, hein. Et donc, vous voyez en dégradé de couleur, en fait, hein, les espèces pour lesquelles, qui sont un peu, pour certaines, emblématiques de la réserve. On avait besoin aussi d'avoir, même si on souhaitait vraiment travailler à l'échelle des habitats, avoir par cette analyse via des espèces aussi, pouvoir toucher les personnes aussi à qui on partageait ce diagnostic via des espèces un peu emblématiques de la réserve pour les entraîner avec nous dans cette réflexion, hein. Et donc, on a bien sûr toutes les espèces liées vraiment au milieu aquatique qui sont vraiment sensibles, hein. Et bien sûr, toutes les espèces exotiques et exogènes qui ont de fortes probabilités d'avoir des occasions de pouvoir plus se développer encore qu'elles ne le sont déjà. Et à l'époque, on a aussi souhaité introduire toute une réflexion autour des différents outils et moyens de gestion et des activités socio-économiques qui se déroulent sur la réserve naturelle. C'est une réserve périurbaine, donc avec de nombreuses activités, une grosse fréquentation. Et donc, on se questionnait aussi par rapport à nos missions en tant que gestionnaire de réserve, hein, d'accueil du public notamment. Vous voyez qu'une de nos modalités de gestion, c'est aussi le pâturage. Donc, on a un peu regardé aussi en termes de vulnérabilité, hein, qu'est-ce qui allait pouvoir se passer pour les animaux qu'on utilise actuellement, mais aussi pour la modalité pâturage naturel en tant que tel, hein. Et puis, bien sûr, vous voyez on a même poussé un peu plus loin en essayant de voir en termes d'impact sur l'équipe de gestion, l'équipe qui intervient sur la réserve naturelle, qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Et donc, les différentes couleurs vous indiquent un peu où sont nos enjeux les plus forts.
Donc après la phase de diagnostic est venue la phase de rédaction du plan d'adaptation. Et au niveau des habitats, voilà ce que nous avons un peu, les orientations que nous avons un peu prises pour l'instant, sachant que la démarche, en fait, est une démarche qui s'adapte en continu et que donc, c'est pas parce qu'on a pris une orientation à un moment donné qu'on va être bloqué sur cette démarche, mais c'est bien en observant ce qui se passe au fur et à mesure qu'on va pouvoir réorienter ou choisir de rester sur la ligne qu'on avait fixée à l'origine. Donc pour l'instant, la stratégie d'adaptation, étant donné qu'on est sur un milieu où pour l'instant on a des signaux qui sont présents mais quand même assez faibles par rapport à ce qu'on a pu voir avec et partager avec nos collègues qui sont par exemple sur des milieux littoraux ou en limite d'aire de répartition de certaines espèces entre les étages subalpins, etc. Nous, les signaux, pour l'instant, sont quand même un petit peu plus faibles. Du coup, notre première stratégie, en fait, c'est d'essayer de continuer à maintenir les habitats dans leur état actuel et de les accompagner, en fait, dans leur transition. Et donc, on a vraiment des enjeux sur le Vieux-Rhin, où de gros travaux de restauration géomorphologique ont eu lieu. Et il faut vraiment que ces travaux-là continuent de se poursuivre parce que c'est des travaux qui visent justement à l'adaptation et à l'amélioration de l'habitat et qui faciliterait aussi la résilience d'un certain nombre de milieux et d'espèces qui sont liés à ce milieu-là très particulier. Par exemple, pour les eaux phréatiques et les eaux pluviales, vous voyez, on a noté le Rhin, lors de ses crues, en fait, rajeunissait régulièrement les milieux. Et notre parti pris dans la gestion de la réserve, c'est de continuer à faire ce travail-là, puisque le Rhin ne peut plus le faire, mais c'est de prendre ça en compte lorsque l'on prévoit des actions de restauration, et donc d'aller un petit peu plus loin, d'avoir cet éclairage changement climatique pour qu'on adapte nos techniques et peut-être effectivement de creuser des mares un peu plus profondes pour que ces mares pluviales, par exemple, s'assèchent beaucoup plus longtemps ou puissent garder tout au long de l'année une petite partie d'eau. Et par exemple, sur la forêt, à contrario, c'est une zone sur laquelle on n'intervient pas du tout. Et l'idée est de continuer à ne pas intervenir justement pour favoriser la résilience en fait, de ce milieu-là, qui a un temps de vie très très long et des successions qui nécessitent en fait qu'on les laisse s'évaluer tout seul. Voilà. Et pour les habitats plus prairiaux, en fait, l'idée c'est également de continuer à gérer, mais progressivement de mettre en place un certain nombre de suivis en route en fait pour pouvoir illustrer en fait le moment de bascule où ces milieux-là en fait n'auront plus besoin qu'on s'en occupe autant en termes de gestion de milieu que nous le faisons actuellement, puisque c'est des milieux qui auraient des opportunités. Donc l'idée, c'est de continuer à faire toute la gestion qu'on a sur les espèces exotiques et envahissantes, et puis de vérifier un peu ce qui se passe au niveau de la composition spécifique en fait, d'un certain nombre de nos prairies pour voir aussi si on n'a pas une évolution négative de ce point de vue-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, de mettre en place en fait, des suivis qui nous permettent d'améliorer notre connaissance en fait, sur les évolutions de nos communautés végétales et sur ce type de milieu. Pour ce qui est des outils et moyens de gestion, vous voyez que pour le bétail, par exemple, on a des animaux très rustiques, certes, mais qui ne sont pas forcément peut-être, qui ne seront plus forcément adaptés aux périodes caniculaires qu'on risque d'avoir à plus ou moins long terme. Donc, on s'est noté des petites idées comme quoi il fallait effectivement avoir une surveillance rapprochée dans ces périodes-là, et puis de voir en fait si à terme ces espèces on ne doit pas basculer vers d'autres espèces qui seraient plus adaptées au nouveau type de climat sur lequel on risque de s'orienter. Des opérations un peu plus
pratique en termes de gestion des niveaux d'eau, hein. Toute l'eau qui entre dans la réserve et que nous utilisons pour maintenir nos écosystèmes, en fait, sont des entrées qui se font via des prises d'eau. Donc, et étant donné que ce sera notre grosse vulnérabilité, ben, c'est essayer de voir à travailler pour que ce circuit de l'eau, en fait, puisse continuer à perdurer, hein. Et puis enfin, on s'est noté aussi des petits tips plus sur les infrastructures et les bâtiments. Comme c'est un site périurbain sur lequel on a une très forte fréquentation, on a plus de 100 000 personnes à l'année qui viennent se promener, mais un peu de surveillance un peu plus accrue sur les infrastructures et sur la structure de nos infrastructures d'accueil, par exemple, sont intégrées désormais dans le plan de gestion. Au niveau des moyens humains, on s'est noté même si c'est des choses qu'on avait déjà un peu en tête, hein, on s'est noté de prévenir en fait, les risques sur la santé en fait, de nos équipes, hein, et de voir comment on pourrait réorganiser différemment notre travail pour pouvoir pallier à ces périodes caniculaires, par exemple. Au niveau des suivis scientifiques, pour l'instant, la notion de climat dans les suivis n'était pas forcément intégrée. Et puis, on souhaitait vraiment appuyer aussi le fait qu'il y aurait une nécessité de travailler à l'échelle de l'ensemble des gestionnaires de milieux naturels sur la bande rhénane, hein, pour qu'on ait tous ensemble des indicateurs qui nous sont un peu communs. Donc ça, c'est un travail qui est à faire. Et puis, par exemple, pour nos activités touristiques et de loisirs, hein, là, c'est la nécessité peut-être de développer de nouvelles animations à terme, hein, et de revoir un peu notre plan d'accueil, hein, puisque en fonction de la météo, mais aussi des températures, notre public sera sans doute amené à fréquenter différemment la réserve naturelle, et donc à nous de devoir nous adapter aussi pour pouvoir les accueillir et puis pour gérer cette fréquentation à ce moment-là. Alors, ensuite, pour tout ce qui est pression non climatique, le projet nous a permis en fait de resserrer nos liens avec un certain nombre d'acteurs qui gravitent dans le territoire autour de la réserve naturelle, hein. Et donc, on va essayer de s'engager encore plus avec l'agglomération, hein, dans le cadre du plan climat qu'ils rédigent eux, afin de poursuivre et valoriser et améliorer encore tout ce qui est fait dans le cadre de la trame verte et bleue, hein, puisque pour nous, ça paraît évident que c'est via ces connexions entre les espaces naturels, hein, qu'on favorisera la résilience, et donc c'est un élément très important. On propose de participer à la création d'une boîte à outils pour les communes qui est en cours de construction par l'agglomération, justement, et pour permettre en fait d'intégrer encore plus le volet biodiversité qui bien souvent, et on est nombreux dans ce projet à avoir remarqué ça, en fait, faire rimer climat et biodiversité, c'est pas toujours évident dans les logiques et dans les schémas des collectivités avec lesquelles on est amené à travailler. Et donc, ça, ce serait vraiment un outil important. Et puis, bien sûr, continuer à nous impliquer dans la concertation avec les agriculteurs, hein. Vous l'avez vu, on a encore certaines parcelles qui sont dans la réserve, qui sont cultivées, hein. Donc, essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner ces agriculteurs pour améliorer leurs pratiques, voire changer le type de pratique qu'ils ont. Et puis, bien sûr, suivre et conseiller les projets de renaturation sur le territoire, puisque cette réserve naturelle, je ne l'ai peut-être pas assez dit, est une réserve naturelle qui est partie de plus grand-chose comme espace naturel à l'époque, dans les 120 hectares, hein. Et donc, qui a un prisme qui est celui de redonner de la place à la nature. Et l'idée était, bien sûr, de pouvoir accompagner les autres projets des communes, hein, et de montrer, je pense qu'au bout de 40 ans, on a réussi à démontrer l'intérêt en fait que ça peut avoir que de renaturer des terrains, même si on part de zones quand même des fois très dégradées.
Au niveau de la sensibilisation du public, on propose de créer un programme d'animation spécial changement climatique, hein, et de multiplier les conférences et les ateliers sur cette thématique-là pour vraiment avoir une connaissance de notre public, enfin, que notre public ait vraiment une connaissance approfondie de ce que nous faisons et des messages qu'on porte en tant que gestionnaire de milieux naturels par rapport au changement climatique. On va essayer de renforcer la surveillance du site en multipliant les tournées avec les autres services de police. Et enfin, on essaye progressivement, en fait, avec les acteurs locaux, via différentes opérations, en fait, de les mobiliser et de les faire rentrer en compétence par rapport au changement climatique, hein. C'est notamment ce qu'on a fait avec le MOOC, Nature Adapt. Et puis enfin, on a dressé aussi quelques pistes d'adaptation en fait, pour un futur plus lointain, hein, puisque comme je vous le disais, nous, on commence à peine à toucher du bout du doigt les effets, mais quand même, grâce à ce projet-là, on a pu se projeter bien au-delà et bien plus loin. Et l'idée était de réfléchir à encore plus loin pour nous. Et donc, on a des actions qui visent, ou en tout cas qui ont été intégrées dans le plan de gestion, hein, pour la reconversion de certains milieux et de les accompagner dans leur transition, hein. On a un gros dossier sur une discussion éventuelle avec EDF, hein, qui est titulaire du droit de concession sur le Rhin, hein, pour discuter et voir dans quelle mesure, à terme, hein, il faudra peut-être modifier les débits réservés aux vieux-Rhin. Voilà. On souhaiterait faire une cartographie des milieux à prioriser en cas de ressources en eau insuffisantes, cartographier le risque incendie, et puis, comme je vous le disais, hein, on a ce moment de bascule en fait, dans les enjeux et les objectifs de la réserve, qu'il va falloir arriver à- à modifier en fait, le moment venu. Se posent aussi des questions que pour l'instant, nous, on n'a pas traitées, mais qu'on a souhaité figurer quand même dans notre plan d'adaptation pour pouvoir commencer à semer des petites graines qui étaient autour du renforcement de certaines populations d'espèces patrimoniales, en amenant différents génotypes, par exemple, ou sur l'introduction de nouvelles espèces pour combler des niches écologiques qui seraient vacantes suite à la disparition d'autres espèces. Ça, c'est vraiment plus des éléments de débat vraiment pour l'avenir. Ensuite, quelques autres éléments de réflexion ici du projet que je voulais partager avec vous, hein, c'est on le savait déjà, mais ce projet nous a vraiment permis de mettre le doigt sur ça, c'est que ça nous a permis de penser symétriquement en fait aires protégées et territoire, hein. On a l'habitude souvent de travailler, on sait ce qu'on fait, mais est-ce qu'on le partage assez avec le territoire et est-ce qu'on les informe assez de notre interdépendance? Ce projet-là nous a vraiment mis le doigt dessus. Donc, on sait que les réserves représentent des contraintes et des opportunités pour les territoires, mais la réciproque est aussi vraie, hein. Les territoires représentent des contraintes et des opportunités pour les réserves, surtout dans ce contexte de changement climatique. Et puis, il y a aussi une notion d'échelle et d'interdépendance, en fait, dans les interactions entre les réserves et le territoire. Et on a trouvé ça très important de se reposer des questions dans le cadre de ce projet-là, en fait, sur ces fameuses interdépendances, sur les contraintes et les opportunités, en fait, que chaque acteur a sur le territoire. Et puis, ça nous a permis un peu de dresser le champ des possibles, des actions qu'on peut mener, ou en tout cas sur lesquelles on doit avoir un peu une vigilance, et de manière à pouvoir aussi devenir en fait les personnes qu'on n'oublie pas et qu'on sollicite quand on se pose des questions sur ce plan-là. Voilà. Merci Léa, c'était super clair, merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un a tout de suite une petite question, soit dans le chat ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas.
Est-ce que je coupe mon écran, Laetitia? Je pense on peut départager l'écran et puis s'il y a besoin, on pourra le repartager. Moi, j'ai une question, évidemment. Bien sûr. Ah, bah tiens, il y a une question dans le chat. La priorité aux participants. Oui. Donc, du coup, la question dans le chat, c'est est-ce que tu pourrais donner un ou plusieurs exemples de milieux dans la conversion, est en réflexion à long terme? Alors, c'est vrai qu'on a un certain nombre de questions sur les milieux agricoles qui sont présents dans la réserve, mais ça, on a une bonne expérience, hein. Mais c'est plus sur les milieux prairiaux, en fait, qu'on a pas mal de questions qui se posaient, hein. Et c'est autour de ça qu'on souhaite s'interroger essentiellement. Et alors, du coup, il y a une deuxième question sur comment s'est traduit le lien entre la réserve et le territoire. Ouais. Et ben, en fait, c'est sûr que on a une gouvernance particulière dans notre réserve qui fait qu'on avait l'impression d'être bien intégré dans le territoire, hein. Mais en fait, on nous intégrait sous un certain prisme, en nous classant sur certains dossiers, et ce projet-là nous a permis en fait de dire que on a besoin d'être intégré sur des dossiers beaucoup plus larges, hein, sur des politiques plus larges, et pas seulement sur la politique espace naturel et biodiversité, hein, que par exemple nous, hein, pour tout ce qui est bassin versant, etc., il y a vraiment une importance capitale à l'avenir, hein, sur la réserve naturelle à être intégré à d'autres niveaux de discussion. Et donc, ce projet-là nous a permis de retourner, en fait, voir d'autres acteurs, enfin, ces acteurs-là avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais pas forcément les mêmes personnes, et de dire, ben, on existe, n'oubliez pas de nous associer, on a vraiment besoin que vous preniez en compte, en fait, dans vos discussions et dans les décisions que vous allez prendre. Et du coup, il y a déjà une différence dans la suite de la question. Est-ce que vous voyez déjà en fait avec la réserve, si le lien il a un peu changé, si vous êtes plus sollicité, plus Alors, sur d'autres sujets? je cacherai pas que le Covid nous a quand même vachement freiné dans cette phase-là où on était en pleine phase en fait justement de démarrage de ces nouvelles sollicitations et ces nouvelles discussions, et que du coup ça a pris un petit mou. Mais on espère que à terme, dans quelques semaines, quelques mois, en fait, certaines réunions qui étaient prévues, notamment sur des discussions autour de l'agriculture de demain, etc., reprennent et qu'on soit effectivement associés. Tant mieux. C'est cool. Et du coup, il y a Étienne qui souhaite prendre la parole. Bonjour Étienne. Oui, bonjour, voilà, j'ai préféré la poser oralement, et bonjour Oui. de la Belgique en même temps. Voilà, c'était juste pour savoir par rapport à, tu as mentionné 100 000 visiteurs par an, enfin voilà, est-ce qu'il y a des actions vraiment plus concrètes maintenant pour canaliser un peu plus le public, pour l'éduquer, pour éviter la pression qui va sans doute augmenter dans les années futures? Ouais, un peu comme vous, en fait, dès le départ, hein, du fait de ce contexte périurbain, hein, aux portes d'agglomérations très importantes, hein. Saint-Louis, c'est la 3e ville du département du Haut-Rhin. Bâle, c'est une ville énorme qui est à quelques kilomètres en fait, de la réserve, hein, et les Suisses n'ont pas d'espace naturel plus proche que la réserve, donc viennent vous voir quasi quotidiennement. On a un réseau de sentiers en fait, qui existe et qui est normalement habilité à canaliser en fait, cette fréquentation. Là, la réflexion, c'était pas tant en termes de limitation, mais en termes de modification en fait, du rythme de fréquence et de la fréquence en fait, de présence des gens, où on se disait avec Daphné que effectivement pendant les périodes caniculaires, hein, avec nos milieux à nous, les gens
étant un des derniers gros poumons verts du coin, on allait avoir un afflux de gens qui vont vouloir chercher à se rafraîchir, etc. On n'a pas encore solutionné le pourquoi du comment. Par contre, pour faire le lien avec la question d'avant, hein, c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé à dire aux autres structures comme les communautés d'agglo, comme les communes, en leur disant que ce serait intéressant qu'il y ait des lieux dérivatifs en fait, à la réserve naturelle qui soient créés et que la réserve naturelle ne soit pas le seul endroit où les gens pourraient trouver des îlots de fraîcheur, etc. On a aussi abordé ça sous le prisme de la baignade, hein, où les gens, bien que ce soit interdit, vont aller se baigner dans le Rhin, où on risque d'avoir une pression et en plus sur un milieu où on aura moins d'eau et en plus une eau plus chaude, donc un peu attractif mais quand même pas terrible pour les milieux naturels. Et donc en leur disant que dans leur réflexion, ils devaient intégrer en fait cette nécessité de créer des lieux dérivatifs qui font que la pression sur la réserve naturelle ne s'accroisse pas. D'accord, ok. Merci. Du coup, il y a une autre question dans le chat de Laure qui te demande combien de temps a duré cette étude, donc diagnostic et rédaction du plan d'adaptation, sachant que c'était la phase un peu enfin, ça faisait partie de la phase de conception, donc c'était un petit peu. Ouais, alors nous, on avait effectivement, comme on était site pilote, on a eu la chance d'avoir plus de temps que les sites tests, effectivement, et donc nous, on a eu quasiment entre 18 et 20 mois pour faire ce travail-là. Donc, sachant que dans ce temps-là était aussi intégré tout le temps de conception et de retour, en fait, sur les outils créés, sur la méthodologie en tant que telle. Et ces discussions, des fois, nous ont pris quand même pas mal de temps. Du coup, Christine, tu veux peut-être préciser le temps qui est envisagé dans la méthodologie, non, je peux dire, du coup, normalement, pour faire ces parcours, ou toi, Léa, hein, enfin, les sites tests, et si Étienne pourra vous le dire, ou et puis vous Étienne, dira s'il veut compléter comment il l'a aussi vécu. cette question. Mais les sites tests, normalement, ils ont 50 jours pour faire la démarche. Enfin, ils ont eu 50 jours pour faire la démarche. Mais on est plutôt sur, c'est ça, 50 à 80, quoi, entre 50 et 80, je dirais. Voilà. Il y a Olivier, allez-y si vous voulez prendre la... Oui, bonjour. J'avais une question, moi, sur les milieux aquatiques. Et je voulais un peu connaître le degré de précision que vous avez choisi pour évaluer la vulnérabilité des milieux aquatiques. Est-ce qu'ils sont majoritairement dus aux eaux superficielles, souterraines? Est-ce qu'il y a des outils de gestion qui ont été identifiés sur la réserve d'emblée pour soutenir les niveaux sur les milieux qui sont inféodés aux eaux superficielles et aux eaux souterraines? Et puis en deuxième question, c'est aussi vos relations avec l'Agence de l'eau sur le sujet, parce que je pense qu'elles sont mobilisées aussi en tout cas, l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur le volet réchauffement climatique. Voilà, merci. Ok, alors nous, on a en fait un peu tous les types de milieux aquatiques que vous avez un peu cités, hein. On a aussi bien des milieux qui sont issus d'affleurements phréatiques, puisqu'on est dans la plaine du Rhin, hein, avec une des plus grosses nappes phréatiques existantes en Europe. On a des milieux avec des eaux courantes et des milieux avec des eaux stagnantes. Donc on a essayé de regarder un petit peu comment tout ça allait évoluer, hein. On n'a pas forcément pu pousser aussi loin qu'on le voulait, aussi parce qu'on avait du mal à trouver des références pour nous aider, hein. Faut pas qu'on se le cache, il y a quand même un petit manque de connaissances qui nous a un petit peu des fois freinés dans jusqu'où on aurait aimé aller dans le diagnostic et dans le plan d'adaptation. Notre chance, je vais dire comme ça, c'est qu'effectivement, on est dans un site qui a été hyper transformé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les entrées d'eau, que ce soit, mis à part les entrées phréatiques, hein, mais toutes les entrées d'eau se font via des prises d'eau.
Donc, pour nous, en fait, le gros de la discussion, ça va être de voir avec les différents acteurs, quand la question du moins d'eau qu'actuellement va se poser, est-ce qu'on arrivera à garder les débits entrants qui nous sont accordés jusqu'à présent? Et c'est pour ça qu'on parlait aussi de cette modification de la règle de calcul des débits avec EDF, ou est-ce que il y a d'autres intérêts qui vont prendre le dessus sur les intérêts strictement environnementaux? Et ça, c'est vraiment la chose qui nous inquiète énormément, déjà un peu actuellement, mais aussi à l'avenir. Après, D'accord, merci beaucoup. Je crois que j'ai oublié la fin de la question. Oui, là, c'était les relations avec l'Agence de l'eau, parce que vous parlez pas mal vous êtes en lien avec beaucoup de partenaires territoriaux. Et du coup, bon, l'Agence de l'eau, c'est, j'imagine, l'acteur naturel et le partenaire naturel sur ce genre de sujet. Et donc, comme vous n'en aviez pas parlé, je voulais savoir un petit peu. Ouais. Donc, nous, l'Agence de l'eau, c'est l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, hein. Et effectivement, on est partenaire avec eux, on est très associés, notamment dans les cadres de la vie quotidienne, en fait, de la réserve naturelle. Ils nous soutiennent pour un certain nombre d'opérations, etc. Mais il n'y a pas que en tout cas pour le Rhin, hein, étant donné que c'est un fleuve transfrontalier, c'est d'autant plus compliqué que du coup, il y a tous les aspects internationaux aussi à gérer. Et donc, ce n'est pas les seuls acteurs qu'on peut solliciter et qui rentrent en ligne de compte dans la discussion. Mais ce qui est clair, c'est que pour toutes les discussions en fait, qui se passent à l'échelle du bassin versant franco-français, en fait, qui irrigue quand même la réserve naturelle, hein, et pour tout ce qui est qualité de l'eau, il y a un travail qui est engagé et on a bien fait remonter au niveau de l'agence et depuis, on est associé à toutes les instances qui suivent en fait les travaux qui sont réalisés sur le bassin versant, par exemple. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, Anne-Cerise, est-ce que tu veux poser ta question? Ouais, j'avais 2 questions, Léa. Tu as parlé vite fait d'une boîte à outils que sur laquelle vous allez contribuer pour les collectivités, les communes, si tu peux en dire un peu plus. Ouais, Et la alors en fait, deuxième on n'a question. pas encore contribué, Ouais. mais c'est dans les plans de la communauté d'agglomération, en fait, de créer une boîte à outils. Et nous, on s'est clairement positionné pour dire qu'on voulait être associé au moment de la création de cette boîte à outils, justement pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est eux, au niveau local, qui sont porteurs de toutes les réflexions sur la trame verte et bleue. Et puis, c'est eux aussi avec lesquels on va devoir, chez lesquels on va devoir semer les petites graines pour entre autres, hein, pour ces fameux milieux dérivatifs. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce truc-là n'a pas du tout avancé. Et la deuxième question, c'est comment ton comité de gestion s'est emparé du sujet? Alors, ça a été une expérience assez difficile, je veux dire. On partait assez confiant avec la chargée de mission en se disant que ça allait être une évidence et que tout allait rouler. Et en fait, on s'est heurté un peu à une espèce de, je sais pas comment dire, de sclérose en fait, où les gens étaient un peu paralysés par le fait de devoir se positionner. Et effectivement, c'est très, très compliqué, hein. Nous-mêmes, on a eu du mal de travailler dans cette espèce de contexte d'incertitude, se dire peut-être, si, et ça sort en fait du raisonnement un peu purement scientifique que peuvent avoir les gens qu'on a dans nos conseils scientifiques, etc. Le comité de gestion, ça allait beaucoup mieux parce que c'est des acteurs beaucoup plus larges, mais le conseil scientifique, la première réunion, on est ressorti de là avec la chargée de mission en se disant aïe, on va avoir du mal à avancer, là ça va être compliqué, mais bon, on va avancer, on va continuer à leur montrer
notre réflexion, et peut-être qu'à la fin, et c'était le cas, à la fin, ils ont compris où on voulait en venir et que ce n'était pas tant une étude scientifique, mais bien d'arriver à se poser des questions et à se dire qu'on n'a pas toutes les réponses maintenant, on ne les aura peut-être pas en temps voulu, mais qu'en tout cas, cette chose-là, on doit l'avoir à l'esprit et que ça fait se poser des questions en continu, en fait, chaque fois qu'on prend une décision ou quelque chose, une orientation qu'on va un peu modifier, ça fait écho, quoi. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question sur la méthode, sur comment ça a été perçu aussi peut-être au niveau de tes collègues? Enfin, c'est le moment. Oui, Olivier. Oui, excusez-moi, j'ai encore une question. Allez-y. C'est concernant la vision un peu multi-site, et il y a d'autres sites en fait sur le Rhin qui sont, alors ce sont des sites tests, hein, j'ai bien compris, et j'ai entendu, enfin vous avez parlé aussi de liens avec les autres sites en fait liés à la dynamique du Rhin ou à l'absence de dynamique, enfin en tout cas au bassin versant du Rhin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé à ce niveau-là ou, quel a été le résultat un petit peu de ces liens en fait avec les autres gestionnaires sur d'autres milieux, hein? Donc ça, c'est vraiment un chantier à venir, hein. C'est quelque chose qu'on porte et qu'on aimerait vraiment partager et qu'on ait une dynamique qui se crée entre les différents gestionnaires parce que autant on a l'habitude de travailler sur des thématiques bien précises, bien particulières, on collabore régulièrement, mais ces temps de travail commun en fait sont plus très institutionnalisés à notre niveau et c'est d'après moi un manque en fait, hein. Et ça permettrait en fait de recréer en fait des éléments, des indicateurs qui soient communs et qui permettent de voir aussi comment tout le long du Rhin, hein, parce qu'il y a des réserves naturelles tout le long du Rhin, hein, même si on n'a pas tous exactement les mêmes écosystèmes, comment en fait les milieux sont impactés et comment les uns et les autres travaillent. Donc ça, c'est un truc à venir. Il y a actuellement un conseil scientifique rhénan qui est en cours de création, hein, qui chapeauterait un peu toutes les réflexions au niveau des milieux et des espaces naturels qui sont situés le long du Rhin. Et donc, on espère que ce projet-là, en fait, permettra en fait, de recréer une espèce de dynamique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette super présentation. Je suis postdoc chercheur en Finlande et c'est des questions, la question de changement climatique et d'adaptation de la protection de la biodiversité face à l'échelle des aires protégées. Est-ce que il y a une réflexion qui est commune entre vous tous, c'est-à-dire que pour anticiper la perte de certaines espèces ou l'apparition de certaines espèces, est-ce que vous avez une sorte de concertation pour dire, ah bah, tiens, moi je vais dans une région froide, je vais perdre cette espèce, mais vous qui êtes dans une région plus chaude, vous avez l'opportunité de la préserver dans le futur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu discuter, anticiper avec d'autres acteurs? Alors ça, c'est... Je ne parlerai pas forcément au nom de Réserve naturelle de France, mais c'est clair que c'est une question qu'on se pose franchement tous, hein. C'est ce que j'avais mis, moi, sur la fin de mon diaporama, hein. C'est vraiment, pour nous, on a encore des marqueurs faibles de changement. C'est une question qu'on se pose. Après, il y a effectivement un gros travail sur
à quel point on est interventionniste ou pas. C'est une question qu'on se pose tous dans les réserves naturelles. Je pense que nous, on est un petit peu à part dans le, dans le panel des réserves naturelles qui ont été sélectionnées pour ce projet, hein. Parce que comme vous l'avez vu, on est parti de 220 hectares pour agrandir la réserve à 904 avec, comment on va dire, une écologie hyper interventionniste, hein, où on a, pendant 40 ans, on a clairement renaturé des milieux, on a redonné de la place, on a essayé de permettre aux espèces de se redévelopper et ça marche, hein. C'est aussi ça, hein, je pense que le message un peu positif du life, hein, c'est de se dire que voilà, après, est-ce qu'on doit aller beaucoup plus loin? On se pose tous cette question, hein. C'est vrai que nous, quand on fait des opérations de renaturation, on accompagne, mais on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, on laisse aussi une part de laisser faire à la nature. Dans des cas critiques, on s'est posé la question et il y a une revue systématique qui a été faite par le muséum sur la question de l'intérêt des translocations et d'espèces. Voilà, je ne sais plus si elle est déjà sortie ou si elle va sortir. Je laisserai Anne Cerise ou Elle est sortie. Ouais, voilà, qui vient de sortir, qui fait un peu un état de ce que dit la science et de la littérature sur l'intérêt de pratiquer ou pas ce genre de choses, sachant que accompagner avec les trains vertes et bleus fonctionnels, c'est aussi une façon de faciliter. Mais c'est sûr que pour des espèces végétales ou certaines espèces d'insectes, hein, autant les mammifères et les oiseaux, peut-être il y a des possibilités de circulation qui sont amplifiées par rapport à d'autres. C'est sûr que la question risque de se poser. Mais c'est un peu revenir en arrière par rapport à un espèce de dogme du jardinage et autres qui a été énormément décrié dans la gestion des espaces naturels et c'est compliqué. Tout à fait. Et du fixisme aussi, où on essaye de favoriser telle ou telle espèce, alors qu'en fait, là, aujourd'hui, on sait, et c'était bien présenté aussi, il me semble, dans le précédent webinaire avec Étienne, qui parlait de la vision à long terme de la forêt, anticiper quelles essences vont rester, quelles essences vont partir. On sait, par exemple, avec l'ère glaciaire, il y a 20 000 ans, il y avait des lemmings et des rennes en PACA. Maintenant, ils se retrouvent en Norvège avec 8 degrés supplémentaires. Nous, on va subir un changement de 2 degrés, 6 degrés, on ne sait pas trop. C'est clair que les espèces qu'on a aujourd'hui en France vont bouger. C'est-à-dire qu'on va devoir changer les objectifs. Un des gros messages qu'on porte, cibles. un des gros messages qu'on porte nous aussi, c'est de dire que c'est vrai que ces espaces-là, en tout cas pour les réserves, hein, elles ont été créées à un temps T par rapport à une présence d'espèces, d'habitats, et que c'est pas parce qu'on va perdre ces espèces et ces habitats qu'on perd l'intérêt en fait de cet espace naturel, hein. Bien au contraire, on a un rôle de zone d'accueil, que ce soit via des interventions plus fortes ou de rôle d'accueil tout court sans avoir à intervenir, mais que ces espaces-là sont vraiment hyper importants et encore plus dans le cadre du changement climatique. Il y a vraiment et ça, c'est un message qu'on porte, mais qui n'est pas toujours facile à porter, mais qu'on espère que les différents décideurs intégreront bien dans leur choix, enfin dans les messages aussi, et dans les politiques qui devraient être mises en œuvre, ou qui vont être mises en œuvre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question? On a encore un peu de temps, du coup, n'hésitez pas. Il y a Laure qui a à nouveau une question. Si tu pouvais préciser la méthode que vous avez employée, je serais preneuse s'il existe une note pour expliquer la démarche si on souhaite la reproduire. Alors, je vous invite à devenir membre de la plateforme NatureAdapt, sur laquelle en fait vous trouverez tous les éléments en fait relatifs à la méthodo, que ce soit du diagnostic de vulnérabilité comme du plan d'adaptation.
Je vais mettre le lien dans le chat pour rejoindre le groupe. Il y a un groupe spécifique. Et dedans, il y a le guide méthodo en format pas encore mis en page, mais tout le contenu y est. Donc, je mets ça dans le chat. Merci Léa pour la pub. Et du coup, il y a aussi les documents qui ont été réalisés pendant la phase de test et la phase pilote. Oui, voilà, donc vous pouvez retrouver les différents diagnostics et les différents plans d'adaptation, aussi bien des sites pilotes que des sites tests. C'est vrai que dans les espaces naturels, enfin moi j'ai remarqué, j'ai beaucoup besoin de lire ce qui s'est fait ailleurs, la manière dont les gens, quel prisme ils ont pris, quel angle ils ont pris pour étudier la question. Et donc là, il y a vraiment matière à trouver de quoi. Oui, Étienne. Une petite question, tu parlais du Rhin et du transfrontalier. Est-ce que ça a eu des répercussions dans les autres pays? Ce que tu as fait, est-ce que vous avez pu échanger ou ça a fait des petits ailleurs ou bien? Non, je pense pas. En fait, nous, on en parle énormément et bien que dans nos instances de l'association, on ait des membres suisses et des membres allemands, je ne suis pas sûre. Après, nous, on fait notre travail, hein, on fait du réseautage, on présente le projet, notre démarche. Chaque fois qu'on voit des acteurs, on replace cette question-là. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de contact au-delà de ça, quoi. Sinon, avec le grand public, si, ça marche très bien. Ah oui, On a pu travailler, enfin, on a essayé de travailler aussi cet été avec eux sur la question de l'avenir de la réserve, tout simplement, hein, en leur posant la question quelle réserve pour demain. On avait mis en place des espèces de boîtes à vœux, et puis on a fait une grande fresque. Là, oui, ça fonctionne, mais après, au-delà, les instances. En fait, c'est compliqué, hein, les instances gestionnaires d'espaces naturels de l'autre côté de la frontière ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent, quoi. Et donc, on partage, mais on n'a pas eu de temps d'échange dédié, en fait, au-delà de ça. Ok, mais je posais surtout la question, tu vois, comme tu parlais des régulations des débits, que vous ayez Ouais. toujours suffisamment d'eau, parce Ah bah que ça. c'est les questions qu'on se pose tous quand on touche à la Meuse ou au Rhin, quelque part, ça a des répercussions en Ah cascade dans oui. d'autres pays. Ouais. Et donc, Bah, c'est des exemples à répliquer, je pense. Voilà, ouais, c'est très... clairement, hein, il y a une commission internationale pour la protection du Rhin qui a fait un gros travail sur le changement climatique. Donc ça, c'est des acteurs environnementaux aussi qui se sont saisis de la question. Et puis après, il y a les instances internationales de discussion. Là, nous, on n'est pas grand-chose dans ces instances-là, mais le fait que les différents acteurs se mobilisent font que, voilà. Et puis, il y a la concession hydroélectrique a été renouvelée en 2012, donc il n'y a pas très 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 longtemps. Donc toute la phase de discussion et d'association de l'ensemble des pays et les instances, elles existent, hein. Donc la question se posera à terme, mais voilà. Mais ça ne présage pas du tout à quelle sauce on sera à manger, nous, en tant que petit gestionnaire d'espaces naturels dans cette grosse machine. Oui. En tout cas, si vous arrivez à négocier avec EDF le maintien des débits pour le cachet nature, enfin pour l'intérêt nature, ça vaut la peine de communiquer largement parce que ce serait un bel exemple que la nature alors a Alors, un ouais, intérêt au même titre que les autres. j'aimerais bien, mais j'ai des exemples récents qui font que je suis un peu négative sur la Ah, ok, question. bon. Oui, je peux comprendre. Mais on n'hésitera pas à le faire si c'était le cas, hein. Enfin, quand ce sera le cas. Allez, on va rester positif. Super, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Olivier. Oui, je voulais savoir, vous parliez des débits d'EDF. Du coup, est-ce que vous savez la part en fait des débits par rapport à leur propre gestion en fait qui serait nécessaire? Parce que si je sens qu'il y a des réticences vis-à-vis d'EDF, peut-être par rapport à
par rapport à des problématiques énergétiques, etc., ou autres économiques, mais enfin, j'ai du mal à penser que ce soit des débits, en fait, par rapport au débit du Rhin, qui soient significatifs et qui ne soient pas compatibles, en fait, avec... J'ai du mal à penser que ce soit difficilement compatible entre les débits nécessaires à la réserve et puis des débits qui soient nécessaires au maintien d'un certain débit pour de la navigation, pour autre chose. Je sais, enfin... Est-ce que vous avez une idée de cette proportion, de ces types de débits, etc.? Actuellement, de toute façon, les choses sont arrêtées de manière très officielle dans le règlement de concession hydroélectrique qui prévoit en fait combien sont alloués au Vieux-Rhin, combien sont alloués au Grand Canal d'Alsace pour le fonctionnement des centrales hydroélectriques, mais aussi du transport fluvial et donc des nécessités de ce type-là. Donc c'est clair que le dernier règlement de concession hydroélectrique a été une avancée phénoménale, en fait, on va dire, pour les milieux naturels, où les cartes ont été rebattues quand même dans le sens de plus de naturel pour le Vieux-Rhin, avec un retour à des débits qui varient, à une augmentation significative des débits. Ça, c'est vraiment une plus-value. Notre petite angoisse, on va dire, qu'on a déjà partagée avec eux, c'est que quand les débits du Rhin vont changer, et quand en été, il y aura beaucoup moins d'eau qui arrive parce qu'on passera d'un régime niveau glaciaire à un régime nival, dans quel sens la règle de calcul va bouger avec des politiques globales énergétiques qui font qu'on s'oriente vers un tout électrique, etc. Donc avec des nécessités de pouvoir produire de l'électricité. Voilà. Après, j'aimerais dire, on sait déjà, si jamais la décision devait trancher dans le sens inverse, nous, on sait déjà un peu le scénario, puisqu'on l'a vécu jusque dans les années 2012, quoi. On voit déjà vers quoi on pourrait tendre et comment les milieux pourraient évoluer. Maintenant, je ne pense pas qu'on s'oriente... voilà, ça a été un gros travail de l'État, de tous les acteurs réunis autour du Rhin, que de recréer une vie et des milieux naturels et des habitats plus diversifiés dans le Rhin. Je ne pense pas qu'on revienne en arrière. J'ose espérer que non. Mais c'est quand même une question qu'on est en droit de se poser, je pense, quand on réfléchit à des pas de temps très longs. Ok. Merci. Il y a une autre question dans le chat de Seridwen, j'espère que je dis bien le prénom, sur les milieux forestiers riverains. Est-ce que vous allez, donc ceux sur lesquels vous allez continuer la non-intervention, est-ce que vous allez quand même faire des suivis de l'état de conservation ou de l'état sanitaire des peuplements par rapport sous l'effet du changement climatique? Je pense que c'est le genre de suivi auquel je faisais référence qui devrait être mutualisé, en fait, ou qui peuvent déjà l'être via certains suivis qui existent déjà, comme le PSDRF, mais ou peut-être il faudrait rajouter d'autres indicateurs qui pourraient être mutualisés sur l'ensemble de la bande rhénane, parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls, les sites tests en fait, qui ont fait la démarche sur la Loire, il me semble, ont exactement les mêmes interrogations, en fait, avec un lit qui risque de se réduire, potentiellement des habitats qui vont en souffrir. Mais étant donné qu'on a tous cette problématique, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gagner à pas travailler chacun dans son coin, mais au contraire à mettre en place une démarche commune et collective de réflexion autour de quel suivi, comment, où, etc. Merci Léa.
Il est bientôt 15 heures. On avait mis un petit peu plus de temps parce que la dernière fois, pour le webinaire d'Étienne, on avait manqué un petit peu de temps pour les questions. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de poser peut-être une autre question ou une dernière question, si c'est la dernière? Ça m'a l'air tout bon. Tout le monde est satisfait. Il y a eu réponse à ces grands questionnements sur la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne. Du coup, encore une fois, il y a tous les documents sur la plateforme, il y a plein de choses dessus, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, on mettra également en ligne le webinaire, donc l'enregistrement. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Webinaire et vous pourrez retrouver également tous les autres webinaires précédents qui ont été réalisés, dont celui d'Étienne et autres. Donc, il y a des webinaires d'autres sites tests et sites pilotes que vous pouvez également visionner. Donc, encore merci à toi, Léa, pour une présentation bien claire et toutes les réponses à tes questions. Toutes les réponses aux questions. C'est mieux dans ce sens-là, c'est pas du tout clair, Simon, je suis désolée. Et merci du coup, parce que vraiment des questions aussi très intéressantes. Donc voilà, je pense qu'on peut clore le webinaire là-dessus et souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde.